Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 2 novembre 2024 et comme toutes les semaines, on va faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer et là où nous en sommes à peu près dans les marchés financiers, en Suisse tout particulièrement, mais aussi ailleurs, parce que comme d'habitude, ailleurs ça compte aussi beaucoup, puisque sans les Américains, on aurait un peu besoin de ce phare dans la nuit pour savoir où on doit aller, et en l'occurrence, le phare dans la nuit, il va beaucoup nous servir ces prochains temps, puisque la semaine prochaine, vous l'avez compris, sera extrêmement compliquée et complexe. Donc tout d'abord, c'est pas que ça a été l'obsession principale de la semaine qui vient de s'écouler, mais les Américains vont devoir élire leur nouveau président ou leur nouvelle présidente à partir de mardi. Ils ont déjà commencé à voter, il y a déjà beaucoup de doutes sur le fait que ce scrutin est parfaitement correct et légal, si on en croit les différentes sources médiatiques à droite et à gauche, surtout qu'elles soient de droite ou de gauche. Les résultats, ce qu'on sait, c'est que ça devrait être extrêmement serré et il n'est même pas certain qu'on ait une réponse directement le 5. Donc pour l'instant, ça va durer pas mal de temps, visiblement. Je pense qu'aucun des deux ne va reconnaître la victoire de l'autre dans l'immédiat. Et ça devrait, ou ça pourrait en tout cas, engendrer une certaine instabilité sur les marchés. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que ce serait vraiment compliqué si Trump venait à perdre d'une toute petite longueur, parce qu'il y a une telle division dans le pays. Jamais dans l'histoire des États-Unis, sauf depuis la guerre de sécession, la droite et la gauche ont été aussi divisées. Il n'y avait jamais eu aussi une proximité pareille, 50-50 de chaque côté, et le camp de Trump ne prendrait visiblement pas forcément très bien une défaite, donc il y a des craintes de ce côté-là. Pour ce qui est des marchés financiers, alors vous pouvez chercher dans n'importe quel journal financier ou non financier, vous aurez partout les opinions qui vont expliquer les conséquences de la victoire de l'un ou de l'autre à terme. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre d'histoire, c'est que de toute manière, si vous regardez l'histoire, l'un dans l'autre, de toute manière, les marchés montent sur 4 ans. Donc de toute manière, peu importe qui va gagner, ça va monter. La seule question qu'il faut se poser, c'est que va-t-il se passer la semaine prochaine? Est-ce que tout d'un coup, une égalité parfaite ou bien une victoire tranchée de l'un ou de l'autre pourrait générer un peu de volatilité? C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Mais si on se base sur ce qui s'est passé ces dernières années, la dernière fois où il y a eu vraiment de la volatilité lors de l'élection, c'est quand Trump a été élu, où tout le monde nous avait vendu l'histoire en disant « Oui, mais si Trump est élu, c'est une catastrophe pour les marchés financiers ». Résultat, Trump a été élu, le marché s'est pété la figure le jour de l'annonce, à l'instant de l'annonce, avant de tout récupérer et de prendre 15% dans les 2 jours qu'on suivi quasiment. Donc l'un dans l'autre, de toute manière, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. On a un risque de volatilité au niveau électoral la semaine prochaine, mais ça ne devrait pas aller plus loin que ça, à moins bien sûr qu'on se retrouve dans une situation de guerre civile, comme certains le laissent entendre à l'heure actuelle. Donc ça, on va pas s'avancer sur ce sujet-là, on n'est déjà pas super doué pour prévoir les performances financières des marchés. Alors si en plus c'est pour commencer à jouer aux performances financières des marchés en fonction de la politique, eh bien ça ne va pas fonctionner mieux que ça. Donc méfiance pour la semaine prochaine. On va pas parler de sondage, puisque de toute façon je peux vous trouver un sondage qui donne une victoire à 70% de Donald Trump et un autre qui donne une victoire de Kamala Harris à 70%. On l'a vu dans les nouvelles récentes, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, et c'est toujours en fonction de combien de personnes vous interrogez. On a eu d'ailleurs un bon exemple par rapport aux chiffres de l'emploi. Alors les chiffres de l'emploi, c'est carrément le Muppet Show. Vous avez vu les LFP hier qui ont été publiés, on attendait 106 000 créations d'emplois pour le mois d'octobre, et ça sort à 12 000. Donc c'est nettement en dessous. Quand vous regardez le taux de chômage, il est resté semblable. La croissance des salaires est toujours la même, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là, donc il y a juste moins de jobs qui ont été créés. Alors ce qui est assez intéressant à observer, c'est que non seulement le chiffre est nettement en dessous des attentes, il est merdique pour parler français, mais en plus, ils ont révisé encore une fois les chiffres des mois précédents à la baisse. Donc le mois précédent qui était exceptionnel, on l'a encore réduit
de 30 000 emplois. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une catastrophe, que l'un dans l'autre, quand on regarde le tableau qui s'affiche devant vos yeux, bah, on voit que ça va pas du tout. Ça fait les 2 derniers rapports sur l'emploi que le département du travail, le BLS, a révisé. Au total, c'est 112 000 emplois de moins. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le mois d'août a également été révisé à la baisse de 81 000 emplois. Et donc, vous voyez que sur les 11 derniers rapports de l'emploi, il y en a 8 qui ont été révisés à la baisse. Et grosso modo, sur les 2 dernières années, c'est 1 million d'emplois qui ont été révisés à la baisse. Donc, ce qui est absolument ahurissant, de nouveau, c'est que les chiffres sont corrigés régulièrement. Donc, on voit que le marché de l'emploi va bien. Donc, on voit que le marché de l'emploi ne va pas bien. Et quand vous regardez les autres chiffres qui sortent durant la semaine, eh bien, on vous raconte que c'est bien, tout se passe bien, c'est formidable. On a vu les chiffres de l'emploi ADP qui étaient nettement meilleurs que les attentes. Donc, on se dit quand même, c'est juste un tout petit peu le Muppet Show. Surtout que d'un côté, vous avez quand même l'excuse des hurricanes, l'excuse de la grève de Boeing qui vient impacter ces chiffres. D'ailleurs, le BLS a précisé très clairement que une partie des chiffres avait été très difficile à obtenir parce que c'était difficile de faire des sondages en pleine catastrophe naturelle. Mais ce qui est marrant, c'est que les gars de l'ADP, eux, ils n'ont pas eu de problème. Donc c'est juste le Muppet Show total. Cela a bien évidemment des conséquences sur l'élection américaine, puisque forcément des chiffres aussi mauvais peuvent mettre en difficulté Kamala Harris. Mais comme on dit qu'il y a des excuses et que c'est pas grave, bah c'est pas grave. Et puis on dit que tout va bien et que la croissance de l'emploi est toujours très très bonne. Il y a un analyste, il y a un économiste américain qui travaille dans une banque d'affaires qui a déclaré pas plus tard qu'avant-hier que les chiffres étaient toujours très solides et montrait qu'il y avait une très grosse croissance au niveau de l'emploi justement, et puis après on apprend comme par hasard qu'il a été conseiller direct de Kamala Harris dans le cours de sa campagne électorale. Donc voilà, en gros ce que ça veut dire, c'est qu'on en fait ce qu'on veut au niveau électoral, mais au niveau réalité, pour l'instant, ça ralentit, ça ne va pas bien au niveau de l'emploi et c'est en train de se désagréger petit à petit. Et on voit assez mal comment tout d'un coup, malgré ces problèmes de hurricane et de grève chez Boeing, tout d'un coup le mois prochain, on corrigerait tous les chiffres massivement à la hausse pour remonter tout ça. Le problème dans tout ça, à mon sens quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on publie un chiffre, le marché réagit sur ce chiffre en disant c'est bon, c'est pas bon, on achète ou on vend. Donc on prend des décisions d'investissement sur un chiffre à un moment donné, à un instant T. Et finalement, on se rend compte que le mois prochain, ce chiffre est corrigé et qu'il ne veut plus rien dire par rapport à ce qu'il en est. Je prends l'exemple du mois d'août, on nous sort 159 000 emplois, on nous dit « Ah, ça va plutôt pas mal !» Et puis direct, on nous apprend 2 mois plus tard qu'en fait, c'est pas 159 000, c'était plutôt 80 000. Donc c'est du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre terme. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que si vous remettez ça dans le contexte historique, c'est-à-dire au mois d'août, si on nous avait dit 80 000 à la place de 159 000, je ne pense pas qu'on aurait eu le même comportement sur les marchés boursiers. Et ça, c'est un gros problème qui un jour, il faudra peut-être se poser la question, vu que les gars sont incapables de calculer ces chiffres en 30 jours, peut-être leur donner 90 jours, et puis publier des chiffres qui sont réels et pas des chiffres qui sont complètement bidonnés. Néanmoins, le marché s'en foutait complètement hier d'avoir des chiffres mauvais à ce point-là. Parce que de toute manière, on attend les élections et que c'est un petit peu le seul problème du moment. Autrement, il faudra retenir bien sûr les chiffres du trimestre qui étaient le gros morceau de la semaine. Alors je vais pas vous les passer en revue aux États-Unis, mais vous avez vu, il y a eu à boire et à manger. Ce qu'il faut retenir, c'est que Google c'était bien, voire très bien, que Microsoft et Meta c'était bien, voire très bien, sauf que on s'est rendu compte tout d'un coup qu'il y avait beaucoup de dépenses dans l'intelligence artificielle et que ces dépenses augmentaient encore. On l'a encore vu jeudi avec les chiffres d'Amazon qui eux aussi annonçaient des grosses dépenses, mais des chiffres cartons sur la semaine. Donc on se rend compte qu'il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour investir dans l'intelligence artificielle, mais qu'on ne sait pas ce que ça rapportera réellement à la fin. Et ça, on commence à s'interroger. On en a parlé cette semaine déjà dans les Morning Bull, mais ça restera quand même un gros sujet. Pour le reste, si on doit faire un bilan très résumé en l'espace de 30 secondes sur ce qui a été publié, c'est bon, c'est meilleur que les attentes, à près de 80%, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est que les réactions sont extrêmement violentes, puisque si vous avez, je sais pas, une dizaine de bonnes nouvelles qui sont publiées par une société, mais qu'à la fin, ils vous disent qu'ils sont prudents pour la suite, eh bien c'est cette bribe de phrase à la fin qui va faire déglinguer le titre, ou vice-versa à la hausse. Donc on est extrêmement touchy, on a besoin de chiffres parfaits, j'ai envie de dire, pour que le titre puisse avancer.
Mais l'un dans l'autre, ce qui est surtout rassurant, c'est que les chiffres des Magnificent Seven, on en a déjà eu 6 depuis le début de la saison, hein, ils sont tous excellents. Alors même si les titres ne le reflètent pas immédiatement, ils sont très très bons et ces sociétés-là se comportent extrêmement bien dans cet environnement de marché. Donc c'est plutôt rassurant et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir. Donc du coup, on attend assez sereinement les chiffres de Nvidia qui arriveront dans le courant du mois de novembre. Par contre, de l'autre côté, sur Nvidia, on a eu aussi le problème de Supermicro cette semaine qui a mis quand même quelques doutes dans la tête de certains investisseurs, en tout cas dans la mienne, puisque Supermicro est quand même le 3e plus gros client de Nvidia et qui sont en grosse difficulté après avoir vu le départ de son auditeur et de son comptable qui ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Et puis surtout, on ne sait pas s'ils seront capables de présenter leurs chiffres trimestriels aux autorités dans les délais impartis. Si le 16 novembre, ils n'ont pas publié des chiffres, le titre sera délisté du Nasdaq. Donc c'est extrêmement violent ce qui est en train de se passer. Parce que pour l'instant, il y a très peu de réponses, très peu de confirmations et très peu de réassurances de la part de la société. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour qu'une boîte comme Ernst & Young se retire et refuse d'aller plus loin, c'est qu'il y a quelque chose de pas très clean à l'intérieur de la comptabilité, à l'intérieur du système de Supermicro, qui pourrait peut-être à terme mal se finir pour eux, mais aussi avoir des conséquences directes ou indirectes sur Nvidia. Donc affaire à suivre pour l'instant, mais franchement, ça rappelle quand même des heures très moches du post-bulle Internet dans les années 2000. Autrement, en bref, on notera que l'inflation est sous contrôle, puisqu'on a vu les chiffres du PCE cette semaine qui revenaient quasiment à 2%, donc ça c'est un plan qui se déroule sans accroc pour Monsieur Powell. On notera que les marchés étaient tous plus ou moins en baisse, on va le voir sur les performances tout à l'heure, mais vachement résilients quand même, parce que sur certaines nouvelles, on aurait pu craindre un peu plus de volatilité dans le sens négatif. Donc encore une fois, une grosse résilience des marchés financiers qui reste extrêmement impressionnant. Par contre, on notera quand même que on a eu des chiffres sur les outflows et les inflows. Alors les outflows et les inflows, c'est les gens qui investissent dans des fonds ou qui sortent des fonds, les privés, les professionnels, les institutionnels, etc., etc. C'est des chiffres qu'on voit tous les mois, qui sont publiés généralement par une grande banque américaine. Et donc, si on regarde ces chiffres-là, eh bien, on se rend compte que les outflows, donc les chiffres, l'argent qui est sorti des fonds d'investissement le mois dernier, de la part des institutionnels, donc dans des gros fonds de pension américains, était au plus haut depuis 2015. Donc ça fait 9 ans qu'on n'a plus autant d'outflows sur un mois de la part des institutionnels. Alors on dit en général que les institutionnels sont de la smart money, sont des gens qui sont un peu mieux informés que les autres, et quand on voit qu'eux sont en train de réduire massivement leur position au plus haut historique, on peut se poser des questions sur la suite. C'est un chiffre comme ça, c'est pas une certitude, c'est pas une garantie, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même retenir dans nos têtes. Les outflows étaient bien plus importants que d'habitude ce mois d'octobre. Du côté du pétrole, brièvement, vous avez vu que ce mois, le pétrole a fait du up and down dans tous les sens à cause de l'Iran et d'Israël. En début de semaine dernière, le pétrole baissait parce qu'on nous disait oui, mais c'est bon, en Israël, ils ont tiré, ils n'ont pas détruit les raffineries pétrolières, donc tout va bien. Et donc ils vont plus friter, et donc le pétrole, plus personne en veut. Le pétrole s'est affaibli. Dans le courant de la semaine, on s'est dit « Ah non, mais finalement, il s'aime quand même pas beaucoup. » Et puis en fin de semaine, on apprenait que l'on s'autorisait à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, les Iraniens pourraient préparer une nouvelle frappe sur Israël, donc remettre un petit peu de l'huile sur le feu, donc provoquer une nouvelle réplique des Israéliens, qui cette fois, potentiellement, pourrait tirer sur les raffineries. Beaucoup de si, beaucoup de conditionnels, on n'en sait strictement rien, mais en tous les cas, le pétrole reste très axé sur cette guerre Israël-Iran, ces conflits entre Israël et l'Iran, et pour l'instant, eh bien, on est vraiment tributaire de ça. Donc le pétrole repart à la hausse, qui n'est pas forcément positif pour l'essence, pour la consommation, pour l'inflation. Mais pour l'instant, les marchés restent quand même résilients malgré tout. Donc le pétrole qui joue au yo-yo en regardant ce qui se passe au Moyen-Orient. En Suisse, on a vu l'indicateur UBS-CFA qui est remonté un petit peu, mais qui reste sous perspective négative pour l'année. Le COF qui, lui, baissait et repassait pour la première fois depuis quelques temps au-dessous des 100. Donc c'est plutôt négatif, mais vraiment modérément négatif. Et puis l'inflation qui est remontée en Suisse selon les chiffres du CPI. Mais encore une fois, il faut savoir raison garder. L'inflation remonte un tout petit peu, mais elle est tellement basse que par rapport à ce qu'on voit ailleurs, c'est pas franchement frappant, mais il faut quand même noter que le CPI était un tout petit peu plus fort
que d'habitude en Suisse. Et puis on notera aussi que le PMI suisse s'est inscrit à 49,9, donc on est en contraction sur l'économie suisse, plus en croissance. Hein. On dit toujours que la croissance est fixée à la barre des 50. Bah, pour l'instant, on est passé juste en dessous ce mois, donc on sent que c'est un petit peu mou du genou sur l'économie suisse, mais en même temps, ça rassure une certaine stabilité, très peu de volatilité, mais c'est vraiment très mou. Et comme le disait l'indice UBS CFA, les perspectives sont moyennement négatives. Donc, plutôt calme quand même sur l'économie suisse. Pas euphorique, loin de là, mais plutôt calme. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors vous voyez que c'est le Bitcoin qui l'emporte. On a vu que le Bitcoin avait failli casser les résistances. Nous avons le Dow Jones des transports qui se reprend parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans les compagnies aériennes et dans les chemins de fer cette semaine, mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus. L'or qui termine en hausse de 0,26%. Qui à un moment donné était un petit peu sous pression. Et puis autrement, le Nikkei qui se maintient péniblement au-dessus de la barre des 0,25 après les décisions de la Banque du Japon de ne rien faire au niveau des taux, mais d'envisager peut-être qu'un jour ils le feront. Et puis le Dow Jones, donc moins 0,15%. Le S&P 500 qui est également... il est où le S&P 500 ? Ah oui, à moins 1,37%. Le Nasdaq, moins 1,5%. Le SMI, moins 1,62%. Alors, vous allez voir que le SMI, c'est pas tout à fait génial ce qui se passe au niveau des graphiques. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, le SOX, moins 4%. Il n'y a pas eu que du bon dans le semi-conductor index. Hein. Les publications trimestrielles font qu'il y a beaucoup de volatilité. Nvidia s'en sort pas trop mal, mais vous avez des boîtes comme AMD qui ont quand même pris cher. Des boîtes comme Qorvo qui ont pris également très cher. Donc, pression sur les semi-conducteurs index. Rappelons quand même pour la petite histoire que le semi-conducteur index, eh bien, c'est l'indicateur avancé des marchés. Et on dit toujours que si l'indicateur avancé des marchés casse à la baisse, eh bien, c'est pas forcément rassurant pour la suite. Et vous verrez sur le graphique qu'il y a de quoi de se poser des questions à ce sujet-là. Autrement, Chine, Shanghai, qui repart, qui est en baisse de 0,84%, avec finalement des chiffres économiques qui semblent aller un petit peu mieux. C'est pas franchement frappant. Et puis autrement, le DAX et le CAC qui sont en grosse déprime cette semaine. Pas grand-chose d'autre à ajouter de ce côté-là, si ce n'est la volatilité toujours sur le pétrole, comme je le disais avant. D'un point de vue technique, alors vous voyez que le SMI a tenté un rebond en fin de semaine sur la moyenne mobile des 200 jours ici, mais dans la semaine, on a quand même réussi à casser la moyenne mobile des 50 et elle a cassé la moyenne mobile des 200 et en plus casser la tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis mi-2023. Donc vous voyez quand même que c'est pas vraiment l'euphorie et on a bien réussi à s'en sortir vendredi, même si bon, on va dire qu'on s'accroche à la tendance, mais franchement c'est pas beau et c'est extrêmement déprimant. Et la grosse problématique qu'on a en Suisse, c'est que pour l'instant on voit mal qui c'est qui pourrait tirer le marché à la hausse pour renverser tout ça dans l'autre sens. Aujourd'hui, on est en train de créer gentiment des tendances qui sont un petit peu dangereuses. Il faudrait rapidement qu'on revienne au-dessus des 12 300 pour rassurer tout le monde sur la Suisse. Mais la question, c'est comment ? Quand vous voyez que vous avez quand même eu Roche, Novartis, Nestlé, UBS, qui ont publié tous des chiffres corrects. On va mettre Nestlé de côté, mais Roche, c'était bon. Novartis, c'était bon. Novartis s'est pris 4% dans la tête. UBS a pris 4% dans la tête. Donc voilà, c'est difficile avec des bons chiffres et des sociétés qui sont saines de voir un marché qui s'effondre comme ça. On se demande comment on va pouvoir remonter ensuite. Le S&P 500, alors lui aussi, hein, vous voyez ce triangle ascendant qui laissait supposer qu'on allait continuer bien plus haut. Bon, bah, on a recassé à la baisse, on a recassé cette ancienne résistance ici qui était devenue un support. Donc on a cassé la tendance haussière. On va chercher la moyenne mobile des 50 jours. Autant vous dire qu'on a intérêt la semaine prochaine à la tenir. Le Nasdaq Composite, je vous montre le Composite. D'habitude, je vous montre le Nasdaq 100, mais là, c'est le Composite. Alors, ce qui est assez intéressant cette semaine, c'est, vous voyez, c'est qu'on avait un plus haut historique qu'on a fait au mois de juillet et on l'a cassé cette semaine. On a été au-dessus. Et puis derrière, on a lâché immédiatement. Donc, c'est pas des configurations méga rassurantes, hein, on peut l'imaginer, puisque on voit que gentiment, on avait une résistance ici qui est devenue gentiment une forme de potentiellement
de double top, bien sûr. Donc, surveillez aussi la moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq Composite. Cette moyenne mobile des 50 jours qui ne devrait pas lâcher, c'est même mieux qu'elle lâche pas ici. Et puis ensuite, sinon ça ouvre la porte de nouveau pour aller faire un petit drop à la baisse de l'ordre de quasiment 1300 ou 1400 points sur le Nasdaq Composite. Le SOX, alors je vous disais tout à l'heure, indicateur avancé, si ça va, bah tout va. En l'occurrence, ça va pas tellement pour l'instant. Vous voyez que l'indice est en train donc à céder aussi, péter la moyenne mobile des 50. On a obtenu en fin de semaine grâce à la moyenne mobile des 200 jours, mais attention parce que c'est vraiment un point qu'on regarde très attentivement. Il y a encore des résultats la semaine prochaine qui sont susceptibles de faire trembler les semi-conducteurs. Et si ça se produit, eh ben, visiblement, on s'ouvrirait la porte pour aller chercher les 4470 ou alors pire, les 4327 sur le SOX. Mais surtout, ça pourrait emmener le reste des marchés avec lui. Le DAX, là aussi, moyenne mobile des 50 jours. On a eu de la peine la semaine dernière. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais cette tendance haussière qu'on avait depuis quelques temps, bah, elle a cédé la semaine dernière. Alors, elle était un peu verticale à mon goût, donc on va se dire que si on voit ça un peu plus sur le long terme, avec un peu plus de recul, eh bien, on peut se dire on a de la place pour revenir à 18 400 sur le DAX. Et ensuite, on verra dans quelle direction ça repart. Mais pour l'instant, le marché est un peu déprimant et les nouvelles qui viennent d'Allemagne sont également pas super rassurantes. Et le CAC 40, alors, qui se balade dans son range latéral depuis les idées de génie d'Emmanuel Macron au mois de juin. Aujourd'hui, on avait un range qui faisait 7425 avec une résistance à 7700, plus ou moins. Bah, vous voyez qu'on a été cassé ce range à la baisse, qu'on a été testé les lows qu'on avait fait au mois de septembre et qu'on a rebondi là-dessus. Donc pour l'instant, jusque-là, ça va. Mais il faudrait pas que ça s'aggrave non plus. Donc en fait, en résumé, si on regarde les charts des indices aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un petit peu partout dans des situations extrêmement critiques et qu'on est un peu au bord de la falaise en se disant nous sommes au bord du gouffre, il faut juste pas faire un pas en avant. Parce que sinon, ça va se compliquer. Donc, les choses à surveiller la semaine prochaine, ce sera vraiment de voir si on est capable de tenir ces niveaux. Et forcément, avec une élection américaine qui se pointe, ça risque de créer quand même un tout petit peu de volatilité. La volatilité, justement, vous voyez qu'on a quand même 2-3 tentatives de pic de volatilité. On a à chaque fois été chercher les 23, mais on revient en dessous ensuite. Eh ben là, il faudra surveiller attentivement en fonction de ce qui se passe la semaine prochaine, de voir si on n'est pas capable d'aller casser et voir une accélération à la hausse en cas de résultats insatisfaisants aux États-Unis. Le gold qui tente le reversal, on a été chercher les plus hauts historiques à quasiment 2800 et depuis on est un petit peu plus faiblard, 2727 en clôture ce vendredi. On sent que c'est un peu fatigué pour l'instant, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'intérêt sur l'or et beaucoup de gens qui continuent à en acheter régulièrement. Et puis on termine donc avec notre ami le pétrole. Alors vous voyez le pétrole, on va enlever toutes ces flèches parce que ça veut bientôt plus rien dire. Ce qu'il faut retenir quand même au niveau du baril, c'est cette volatilité interne, on va dire. Vous voyez que depuis 10 jours, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. Et tout le temps pour la même raison, cette raison qui nous dit que ils s'aiment pas, ils vont se taper dessus, ils vont pas se taper dessus, ils vont tirer sur les raffineries, ils vont pas se tirer sur les raffineries. En gros, le pétrole est vraiment tributaire de ça et ça se résume à tout ça. Pour l'instant, on a à 72,5, ça a de la peine à monter, et puis en dessous de 67, ça a de la peine à aller plus bas. Donc en gros, on a un range qui est en train de se dessiner, et ce range-là est tributaire des décisions des uns et des autres du côté de l'Iran et d'Israël. Dans les vedettes de la semaine, je crois qu'une des premières qui nous a un petit peu excité en ce début de semaine, c'était Sonova. Alors Sonova, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est surtout le fait qu'ils avaient une dispute avec Costco, qui a fait qu'ils avaient retiré les produits Sonova à la vente chez Costco. Ils ont réglé le problème, ça va beaucoup mieux. Et le titre a salué ça durant la semaine. Donc vous voyez, ça a été salué. Et puis, direct derrière, on a pris les profits parce qu'en ce moment, on est très friand de ce genre de choses. Dès qu'on a une bonne nouvelle, boum, on prend les profits. Donc, bonne nouvelle chez Sonova qui n'a peut-être pas forcément été saluée suffisamment comme il se doit sur la semaine en entier. Une des claques de la semaine, c'est Straumann. Straumann qui a publié des chiffres meilleurs que les attentes, mais par contre qui a montré qu'ils avaient des résultats en hausse sur le troisième trimestre. Mais par contre, ils ont surtout annoncé des perspectives qui étaient les mêmes qu'ils avaient déjà annoncées auparavant. Donc jusque-là, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut se plaindre ? Il n'y a rien à se plaindre, sauf que le marché, lui, s'attendait à des perspectives un petit peu plus hautes.
Résultat, tout le monde a tapé sur le titre, et puis la suite de la semaine s'est enchaînée avec downgrade sur Straumann, ce qui donne ce résultat. Voilà, hein, donc un gros trou, et puis après on continue à taper dessus. Je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 banques d'affaires qui ont downgradé les recommandations sur Straumann durant la semaine. Autre mauvaise nouvelle chez SIG, spécialiste des emballages, SIG a vu son bénéfice chuter de moitié durant la période juin, juillet, août, septembre. Donc voilà, pas besoin de faire un gros dessin. Ils ont des recettes en progression, mais alors par contre, ça va pas du tout. Le bénéfice net est en baisse et forcément, ça met la pression sur la valeur. Vous voyez là aussi que l'annonce faite par SIG en courte semaine a donc déclenché une grosse journée de baisse. Pour l'instant, on se maintient sur la moyenne mobile des 200 jours. Mais franchement, quand on voit ce genre de configuration là, ça fait un petit peu peur et on a l'impression qu'on va venir retester les bas dans cette zone ici. Clarion, eux aussi, ralentissement du chiffre d'affaires, ralentissement des recettes, ralentissement de tout durant la période estivale. Ils ont raboté leurs perspectives, ils ont baissé tout ce qu'ils attendaient pour la suite. Ils prévoyaient même un déclin au niveau du bénéfice et du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Bref, que des nouvelles qu'on n'a pas envie d'entendre. Le titre était également sous pression cette semaine. Vous voyez que l'annonce de Clarion, là aussi, a créé un gros trou d'air. Et puis, depuis, on essaie de consolider sur les bas qui datent de ce début d'automne. Hein. Donc, pour l'instant, tant qu'on tient là, ça va. Mais il faudrait pas que ça empire. Les deux trucs déprimants de la semaine, c'était les publications d'UBS et de Novartis. Pourquoi est-ce que c'est déprimant? Je vais pas revenir en détail sur les publications. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux ont fait nettement mieux que les attentes. Surtout UBS qui a fait nettement mieux parce qu'il y avait un gros trou d'air à l'époque pour l'intégration du Crédit Suisse, mais en dehors de ça, les chiffres sont très bons et il n'y a rien à dire de ce côté-là. Quand vous avez des bonnes nouvelles comme ça et le titre qui perd 4% dans la suite, ça fait un petit peu mal. Même chose chez Novartis. J'ai beau relire encore et encore le communiqué de presse de Novartis, j'ai rien qui me dit ouh là là, franchement, c'est pas bon dans tout ce qu'ils ont publié. Et pourtant, là aussi, le titre se prenait une claque assez spectaculaire sur la publication des résultats. Donc on peut dire de manière assez évidente qu'on est dans une phase de prise de profit massive, que même des très bonnes nouvelles sont utilisées pour prendre les profits. Alors combien de temps ça va durer et pourquoi est-ce que vraiment tout le monde est en train de dégager? Est-ce que les gens ont vraiment bien profité de cette hausse ces derniers temps sur les gros titres du SMI comme Novartis et UBS qui ont quand même relativement bien performé contrairement au reste de l'indice? Et est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on est en train juste de dégager ces positions en disant bon, on va attendre que ça se passe, on va attendre de voir ce qui se passe après les élections pour voir si on prend une vie normale ou si c'est plus compliqué que ça. J'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'était assez frappant de voir les résultats. J'ai pas la réponse, mais c'est vrai que quand on voit les résultats de ces deux sociétés qui étaient quand même globalement plutôt positifs, de voir comment elles se sont fait éclater derrière, c'était un petit peu douloureux ou dérangeant. Alors vous voyez l'UBS, hein, donc ça se passe de commentaires, hein, donc il n'y a rien à dire, c'est exactement ce que je ressens. Quand vous voyez ça, vous dites ouh là là, ils ont fait un profit warning. Non, pas du tout. C'est simplement qu'ils étaient au contraire nettement mieux que les attentes. On a presque eu l'impression que les analystes étaient frustrés. Novartis, pareil. Alors Novartis, j'ai envie de dire, ceux qu'on n'ont pas, c'est l'occasion ou jamais de revenir dessus, puisque non seulement on s'est posé sur la moyenne mobile des 200 jours, mais en plus, si vous allez voir ce qu'on a fait, vous vous souvenez de ce range à l'époque, on est revenu, on a cassé le range qu'on avait depuis très longtemps. Allez, retournez plus loin. Vous avez ce grand range dans lequel on était depuis avril 2023. On l'avait cassé à la hausse et chaque fois qu'on est revenu le tester à 94 3/4, eh bien finalement c'est reparti à la hausse. Regardez d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est traité à ces prix-là, c'était en août 2024 pendant le carry trade et on est revenu exactement au même niveau. J'ai envie de dire que si vous en avez pas, je vois pas à quel moment vous décideriez d'acheter si c'est pas maintenant. Autrement, dans les chiffres pourris, on notera Gurit qui a encore sorti un trimestre dégueulasse. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, ils sont en train de changer de directeur également. Mais enfin bref, c'est moche. Et puis quand on voit un chart comme ça, eh bien ça laisse présager que ce sera encore plus moche. Et Micron suisse, l'autre Micron à nous, qui marche beaucoup moins bien que le Micron américain. Là aussi, mauvais résultat, déception, ça va pas du tout. Résultat, on est au fond du bac sur Micron. Mais vous voyez que là aussi, hein, c'est des chiffres catastrophiques. Et en plus, on a un croisement de moyenne mobile et vraiment une chute verticale du chart qui fait très peur sur Micron.
Sur Micron, pardon. Et puis dans les bons chiffres, Geberit qui a publié des super chiffres qui ont satisfait le marché cette fois. Donc petit rebond à noter puisque l'autre jour, jeudi, c'était le seul titre qui arrivait à monter sur le SMI. Alors Geberit est toujours dans ce range latéral, mais en tous les cas, on voit que ça a été salué par la presse parce que principalement Geberit s'en sort moins mal que ce qu'on pouvait craindre dans ces environnements difficiles. Et puis alors, un qui n'a pas plu, mais alors pas plu du tout, c'est Swisscom. Hein. Les résultats n'ont pas du tout été salués par la critique et le titre s'est fait déglinguer. Performance en demi-teinte, ralentissement du chiffre d'affaires, bénéfices qui se contractent. Et puis par contre, la seule bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est qu'ils ont confirmé leurs perspectives pour l'année. Ça n'a pas suffi, hein. Donc de nouveau, vous voyez, grosse claque sur Swisscom. Qui a quand même perdu plus de 5% sur l'annonce des chiffres et qui termine en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours qui va faire un peu office d'épouvantail. Mais rappelez-vous encore une fois, hein, Swisscom c'est un titre que je n'aime pas du tout, bien sûr, mais par contre, effectivement, vous avez à chaque fois des grosses cassures pour des nouvelles qui sont pas si graves que ça et que finalement, à chaque fois, c'est une opportunité de voir repartir le titre à la hausse. Donc, surveiller tranquillement et puis peut-être trouver l'opportunité de revenir, sans oublier que ça reste un gros payeur de dividendes stable et confortable en Suisse. Vous voyez les chiffres que l'on attend cette semaine aux États-Unis, donc vous voyez qu'il y a encore du monde qui peuvent nous faire bouger. On va regarder très attentivement Palantir dès lundi, qui est beaucoup monté ces derniers temps, Wind Resort qui est capable de nous faire des shows dans tous les sens, NXP semi-conducteurs, pour les semi-conducteurs. On verra aussi ensuite mardi Supermicro, ce sera quelque chose qui sera très regardé dans l'hypothèse où ils viennent publier quelque chose mardi soir. Sinon, alors attention de ce côté-là. Ferrari qui publiera également mardi. ARM mercredi aussi, mercredi soir après la clôture. Des boîtes comme CVS, comme Teva également. Et puis en fin de semaine, on terminera avec les Moderna, les DraftKings, les Block. Les affirmes. Ce qu'il faut surtout noter dans tout ça, c'est que les gros noms sont déjà tous sortis et que maintenant c'est plus du cosmétique, mais qu'individuellement, on peut encore avoir des choses qui risquent d'être spectaculaires. Et spectaculaire, c'est le prénom, puisque de toute façon, tout le monde sera concentré massivement sur les élections américaines, je vous le cache pas. On va parler que de ça. Ce sera vraiment le truc concentré au milieu de la semaine. Et puis surtout, en fonction de ce qui va se passer à partir de mercredi, voir comment ça se termine. Si ça se termine bien, les marchés risquent de monter. Et puis là, on va se concentrer sur le côté très... Mais que vont faire les candidats? Si c'est Trump qui gagne, on va parler de taxes douanières, donc forcément, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et on va aussi parler de redémarrage de l'inflation, puisque sa politique devrait être plus inflationniste. Et puis si c'est Kamala Harris qui est élue, comme Wall Street a l'air de le laisser présager, eh bien, il n'y a rien qui va changer, parce que ce sera la même daube que depuis 4 ans avec Joe Biden. Voilà, donc une semaine qui commence basée sur les élections, aussi quelques chiffres trimestriels. Le gros morceau des chiffres économiques, eh bien, on en a parlé, c'est terminé pour l'instant. On y reviendra quand il y aura des choses un peu plus intéressantes, mais on va se concentrer principalement sur la politique à partir de maintenant tout de suite. Voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, nous on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien et à lundi. Bye bye.